Paris, là vous allez à la rencontre des Français, à une foire où il y a beaucoup de Français, des centaines de Français, et peut-être certains qui vous attendent même. Comment vous vous préparez physiquement, mentalement? Oh bah, je me prépare pas parce que objectivement, ça c'est vraiment quelque chose de très naturel d'aller au milieu des Français. On se prépare quand on fait des rencontres de haut niveau, comme hier par exemple, où j'ai rencontré le Premier ministre polonais, où j'ai rencontré le président en exercice du Conseil. Là oui, il y a une forme de préparation. Là, il n'y a rien à préparer. Il y a à venir, il y a à être soi-même et profiter du moment je veux dire, être tout à leur écoute. Si tant est d'ailleurs qu'ils aient envie de me poser des questions ou d'échanger avec moi, parce que c'est ça l'objectif d'un déplacement comme celui-là. Donc vous allez à la rencontre des Français, vous allez serrer des mains, c'est une campagne presque chirachienne, assez singulière. Est-ce que c'est une manière de faire une campagne diamétralement opposée à la pré-campagne d'Éric Zemmour? Non, enfin, je n'adapte ni mon discours ni ma campagne sur Éric Zemmour, ne lui en déplaise, parce qu'il a le sentiment que tout se fait autour de lui. La réalité, c'est que j'ai voulu profiter de ce moment où, en réalité, tout le monde se précipite sur les plateaux, avant même d'ailleurs que Éric Zemmour émerge. Les primaires font, chez LR ou chez les Verts, faisaient que tous les candidats se précipitaient pour débattre, etc., sur les plateaux. Et donc, moi, je préférais du coup profiter de cette période pour être avec les Français, pour être avec eux et puis pour faire ce Tour de France qui est, je crois, un passage absolument obligé dans une campagne présidentielle. Est-ce que vous, à titre personnel, vous trouvez qu'Éric Zemmour est misogyne? Je pense que oui, il a une forme de mépris pour les femmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne les aime pas, mais il ne les aime pas partout. Voilà. C'est-à-dire? Il ne les aime pas dans tous les espaces. Il ne leur accorde pas la légitimité naturelle qu'elles doivent avoir dans l'ensemble des espaces, puisqu'il conteste l'idée qu'elles puissent accéder en réalité à des postes de pouvoir. Et puis, si vous voulez, je suis dérangée par la vision qu'il a que la femme, en fait, est un attribut de l'homme. Et on le ressent un peu partout dans ce qu'il dit, quand il dit la femme est un but et un butin de l'homme doué qui veut s'élever dans la société. Ça veut dire qu'en fait, la femme n'est qu'un attribut. Et on le ressent d'ailleurs, on ressent que cette pensée est profonde, puisque à chaque fois qu'un homme est en difficulté, du fait de ses propres agissements, il vient le défendre. Ça a été le cas quand il a défendu Strauss-Kahn ou quand il a défendu Tariq Ramadan. Est-ce que vous pensez précisément que le fait d'être une femme, c'est ce qui peut vous empêcher et empêcher d'autres femmes peut-être d'accéder à la fonction suprême? Est-ce que c'est ça que Éric Zemmour vous reproche? Et est-ce que simple fait d'être une femme pourrait vous empêcher de devenir chef de l'État? Non, absolument pas. Je pense que pour le coup, le peuple français est probablement un des peuples les moins misogynes qui soit. Et c'est normal d'ailleurs, parce que il est le fruit de son histoire. Donc je ne le crois pas du tout. Non, mais Éric Zemmour, il pense pas que je peux pas accéder au pouvoir parce que je suis une femme. Il pense que je peux pas accéder au pouvoir parce que je m'appelle Le Pen. Et d'ailleurs, il pensait la même chose de Marion. Il l'a déjà dit. Il a dit de toute façon, tout ça c'est des Le Pen et les Le Pen ne peuvent pas arriver au pouvoir. Donc en réalité, il profite de l'argument qui est celui développé par nos adversaires politiques et qui est la conséquence d'une diabolisation qu'il sait pourtant être injuste, pour justifier mon incapacité à arriver au pouvoir. Alors, je pense que je suis la mieux placée en l'occurrence pour pouvoir gagner face à Emmanuel Macron. Précisément parce que je tente d'éviter l'ensemble des provocations que je trouve inutiles et qui sont autant de mobilisation en fait de nos adversaires politiques dans le cadre d'un second tour. Éric Zemmour a rencontré là récemment votre ami et allié Robert Ménard. Robert Ménard a déclaré que le moins bien placé d'entre vous deux devrait se retirer pour l'autre. Si on se projette en février, si vous êtes derrière Éric Zemmour, quelle serait la seule raison pour laquelle vous ne vous retireriez pas? Non, mais enfin, mille raisons. J'ai absolument aucune raison de me retirer. J'ai mille raisons pour ne pas le faire. D'abord, c'est techniquement infaisable. Il faut comprendre que la présidentielle, c'est pas une municipale. Donc, on décide pas en février, c'est-à-dire en fin de campagne, alors qu'une énorme machine a été mise en route de se retirer. Déjà techniquement. Mais avant même cette considération technique, moi j'ai des gens à défendre. J'ai des millions de Français qui me font confiance. J'ai 33% des Français qui ont voté pour moi au second tour de la dernière élection présidentielle. J'ai beaucoup de gens que Éric Zemmour considère comme un ghetto
de chômeurs et d'ouvriers, d'après ce qu'il a dit. Mais j'ai beaucoup d'autres Français que ces chômeurs et ces ouvriers qui déjà justifieraient à eux seuls qu'on les défende. Parce que si je ne les défends pas, qui va les défendre? La gauche a totalement abandonné les classes populaires. Les classes moyennes sont en voie de paupérisation elles-mêmes. Les commerçants, les artisans, les indépendants, tous ces gens-là, ils ont besoin, je crois, que je porte un discours pour eux. Car ce que ne comprend pas Éric Zemmour, c'est qu'il n'y a pas de cohésion nationale sans cohésion sociale. On ne peut pas faire la cohésion nationale en méprisant ou en laissant de côté des gens qui, de surcroît, sont les plus en difficulté et donc qui ont le plus besoin, en réalité, que l'État régule pour qu'ils ne soient pas les victimes perpétuelles de la politique qui est menée. Certains analystes politiques, notamment Charles Sapin, expliquent que Marion Maréchal est sortie par la porte et c'est pour ça qu'Éric Zemmour serait rentré par la fenêtre. Est-ce qu'au fond, vous n'auriez pas commis une seule erreur, celle de laisser partir Marion Maréchal? Non, mais d'abord, permettez-moi de vous dire que rien ne me donnait la possibilité de la retenir. Elle souhaitait plus faire de politique, elle souhaitait avoir une carrière privée, peut-être d'ailleurs pour revenir en politique plus tard, hein, mais elle avait été députée très jeune, elle était encore étudiante, et donc elle voulait avoir une expérience dans le privé. Je trouve ça parfaitement honorable d'ailleurs de sa part. Donc je n'aurais pas pu de toute façon la retenir. Mais je ne crois pas que ce soit ça. Je pense qu'il profite en réalité du fait que nous sommes sur le point d'arriver au pouvoir. Et parce que nous sommes sur le point d'arriver au pouvoir, nous sommes devenus un parti de gouvernement. Et donc nous avons abandonné le trash, le buzz, les déclarations tonitruantes qui évidemment crée une forme d'ivresse que j'ai appelée l'ivresse de la radicalité. C'est fun d'entendre des propos extrêmement raides comme ça. Mais ça ne fait pas un président de la République. Parce que pour être président de la République, je l'ai dit et je le répète, il faut être le président de tous les Français. Et donc, les propos qui blessent, les propos qui divisent inutilement. Inutilement, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que le discours que je tiens est un discours extrêmement ferme. Le référendum que je propose, je crois qu'on ne peut pas aller plus loin dans les mesures pour régler le problème de l'immigration. Mais ça ne sert à rien du coup d'y ajouter des choses qui sont des divisions inutiles. Le pays a été divisé pendant 5 ans par Emmanuel Macron. Il a fracturé le pays comme jamais. On continue, on en rajoute? Ou on essaye de réparer ce qui peut l'être pour donner un projet commun à l'ensemble des Français? Alors, vous savez très bien aussi que si vous êtes quasiment ex aequo, mais que vous accédez au second tour, qu'Éric Zemmour a fait un score presque équivalent au vôtre, est-ce que vous lui proposeriez quelque chose? Oui, mais je crois qu'il n'a pas envie. Enfin, clairement, je pense qu'il veut être président de la République ou rien. Son engagement politique est extrêmement récent. Je ne suis pas du tout sûr que son engagement politique survive à cette élection présidentielle. C'est ce qui me permet de vous dire qu'il y a une forme d'aventure personnelle de sa part. C'est-à-dire que si demain il n'accède pas au second tour, je ne le vois pas constituer un parti politique, une force politique pour pouvoir peser, combattre partout dans l'ensemble des élections qui sont offertes aux Français pour s'exprimer. Je ne le crois pas. Vous voyez. Donc c'est one shot en réalité. Vous parliez tout à l'heure de Marion Maréchal, je vais vous parler de Jordan Bardella, que vous avez hissé à la tête du Rassemblement National. Alors moi, à titre personnel, c'est plus ma génération, et quand je me projette, je m'imagine peut-être qu'il sera un jour candidat à la présidentielle. Est-ce que c'est l'avenir que vous imaginez pour lui? Bien sûr, mais c'est pas moi qui l'ai hissé, hein. Ce sont les adhérents du Rassemblement National qui l'ont hissé, puisqu'ils l'ont élu à la tête, enfin en première position du Conseil national. Quand même un rôle dans le placement à la présidence. Non, j'ai joué un rôle quand je l'ai choisi pour être tête de liste aux européennes. Oui, j'ai joué un rôle. Mais après, c'est lui qui a travaillé. C'est lui qui a convaincu. Il aurait pu ne pas convaincre après tout. C'est lui qui a démontré les capacités qui étaient les siennes, le talent qui est le sien. Donc je pense qu'il a le talent pour envisager évidemment un jour d'être candidat à la présidentielle. Et est-ce que c'est un choix que vous auriez fait au détriment de Marion Maréchal pour incarner l'avenir du camp national? Mais je me suis jamais positionné dans ce choix-là. Moyennant quoi, vous savez, dans un mouvement politique, il y a des élections internes. Les adhérents, ils choisissent une ligne politique. Ils ont choisi la mienne. Ils l'ont choisi une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et manifestement, personne n'a souhaité
leur faire une proposition d'une autre ligne dans les élections internes. Marion a une autre sensibilité que la mienne. Je crois que c'est une sensibilité qui n'est pas exactement celle qui a été choisie par les adhérents du Rassemblement national quand ils m'ont élu à chaque fois. Jordan, oui. Mais vous l'appelez à se positionner, Marion? Oui, bien sûr, je l'appelle à se positionner comme citoyenne, parce que je pense que quand on a été élu, quand on a eu la chance comme elle d'être élu député, et porter en réalité les espérances de millions d'électeurs pendant 5 ans, c'est assez difficile du jour au lendemain de dire bon bah tout ça ne m'intéresse plus. Surtout qu'elle intervient en réalité régulièrement en fait dans la vie politique. Donc soit elle intervient plus du tout et je comprends que même en tant que citoyenne elle n'ait pas envie de donner son avis, mais à partir du moment où elle intervient régulièrement, je pense que c'est pas inconsidéré que d'espérer, d'ailleurs elle l'a dit elle-même, hein, qu'elle se positionne à un moment donné. Quel a été votre ressenti quand vous avez vu sa rencontre avec Éric Zemmour à Budapest? Bah aucun, parce qu'en l'occurrence c'était pas une rencontre politique, c'était une rencontre d'intellectuels, c'était une rencontre autour d'un colloque sur la famille. Donc qu'elle participe, si vous voulez, à des colloques ne me choque pas du tout, et que Éric Zemmour le fasse également m'apparaît pas extraordinaire de la part d'un écrivain comme lui. Donc j'en ai pas tiré de leçons particulières. Elle est d'une certaine manière dans une forme de réseautage, et certaines personnes parfois pensent que, on le voit par exemple avec Éric Zemmour à Versailles, que peut-être vous faites pas suffisamment de réseau avec ce type d'électorat-là. Je sais pas, par exemple, est-ce que vous appréciez Geoffroy Lejeune? Est-ce que vous rencontrez ces gens-là? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de réseautage d'aller parler à ces personnes? Oui, peut-être que je n'ai pas cette culture du réseautage comme vous dites. Est-ce que j'apprécie Geoffroy Lejeune? Ce serait difficile de l'apprécier compte tenu de l'hostilité qu'il exprime de manière récurrente à mon égard. Est-ce que c'est pas justement parce que vous n'allez pas voir ces gens ou dîner avec eux? Non, je pense que Geoffroy Lejeune, c'est d'autres considérations qui le poussent à être extrêmement agressif et hostile à mon égard, parce que j'ai rencontré, moi, Valeurs Actuelles, comme je rencontre l'ensemble des rédactions de la presse française. Quand un journal qui est censé être positionné relativement proche de nous sur le plan des idées vous traite plus mal que Libération, vous vous dites qu'il y a probablement autre chose. On vous prête deux options aujourd'hui, soit celle de se retirer, comme le disait Robert Ménard, soit celle d'être élu. Je vous en propose. Robert Ménard m'a pas demandé de me retirer, hein. Il suggère que la personne qui serait derrière l'autre se retire. C'est ça. Ce qui n'est pas faisable, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut imaginer une troisième voie qui serait celle de la conseillère de la sagesse qui continuerait la vie politique, admettons que vous ne soyez pas au second tour? Est-ce que vous continueriez la vie politique en conseillant les plus grands? Est-ce que vous auriez une place peut-être aussi auprès d'Éric Zemmour si lui-même était élu? Est-ce que c'est non, mais attendez, arrêtez la politique fiction. Moi, je ne crois pas du tout qu'Éric Zemmour ait la possibilité d'être élu. Déjà, je ne pense pas qu'il ait la possibilité d'arriver au second tour. Mais alors, encore moins d'être élu. Je veux dire, encore moins le positionnement qu'il choisit, la volonté de ne pas rassembler qu'il exprime, les agressions verbales à l'égard de à peu près tout le monde, font qu'à mon avis, il ne peut pas, il n'est pas assez rassembleur précisément pour gagner une élection présidentielle. Vous savez, une élection présidentielle à 2 tours, c'est une spécificité française, mais ça a été voulu. En réalité comme ça. Donc je ne crois pas du tout qu'il ait la possibilité. Si je ne suis pas élue présidente, bien sûr je vais continuer à faire de la politique autrement. Et je pense qu'il y a 100 manières de faire de la politique. Je ne suis pas sûr que je conseillerais, sauf si on vient peut-être me le demander, mais il y a 100 façons de continuer à faire de la politique. Ce qui est sûr, c'est que je n'abandonnerai pas les Français au motif que leurs résultats, leur voix éventuellement ne m'aurait pas porté. Justement, vous voyez où dans 10 ans, 20 ans? J'en sais strictement rien. Je ne me pose pas cette question. Je combats depuis longtemps maintenant. Depuis peut-être que j'ai conscience de le faire, en réalité. Toute jeune, j'ai combattu pour mes idées. J'ai combattu pour faire élire Jean-Marie Le Pen pendant longtemps. Et puis, j'ai combattu pour accéder au pouvoir parce que je pense que c'est ce dont la France a besoin. Vous en avez parlé de votre père, d'Éric Zemmour?
Écoutez, il y a longtemps, hein, il m'a dit, je l'ai vu il y a quelques mois, il m'a dit: «Je vais appeler, Éric Zemmour parce que je vais lui dire qu'il a aucune chance d'être élu», et cetera et cetera. Bon, je lui avais pas demandé de le faire d'ailleurs, hein, mais non, heu, pas particulièrement depuis. Est-ce que vous avez déjà une idée de gouvernement, de Premier ministre, comme vous l'aviez annoncé en 2017 à l'avance? Non, je pense que le Premier ministre, c'est vraiment la chose qu'on choisit presque en dernier et en secret, en réalité. Alors justement, vous dites Éric Zemmour, lui, n'est pas prêt. Vous êtes supposé prête pour la présidentielle. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à Oui, mais présenter déjà un oui, gouvernement? mais moi, mon problème, si vous voulez, c'est de choisir en réalité. C'est pas de trouver, hein. C'est de choisir qui sera mon Premier Alors dans ministre. un monde idéal, Et il n'y a pas de. Non, mais il est hors de question que je m'avance sur ce genre de sujet, d'autant que je me permets de vous rappeler que ça dépend aussi des élections. Voilà. Euh, Ça dépend aussi des gens qui vous rallient, et en règle générale aussi entre les deux tours. Et donc, je ne peux pas vous répondre. Ce qui est sûr, c'est que j'ai en tête évidemment un certain nombre de ministres. Mais moi, si vous voulez, je défends mon projet. Éric Zemmour, lui, il dit moi, je veux être président de la République, je ne veux pas être Premier ministre. Donc, je ne vous répondrai pas là-dessus. Donc, on a envie de lui dire est-ce que vous pouvez, là, pour le coup, nous présenter votre Premier ministre pour qu'il puisse répondre à qu'est-ce qu'on fait pour le pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'on fait précisément sur les retraites, qu'est-ce qu'on fait sur le plan économique, etc. Vous voyez, moi, j'assume et je porte comme présidente l'intégralité de mon projet que j'ai réfléchi, que j'ai pesé, que j'ai maturé, que j'ai affiné, que j'ai confronté aux Français depuis maintenant presque 10 ans. est-ce qu'il y a une crainte chez vous de débattre avec Éric Zemmour? Est-ce qu'il y a la crainte de 2017, des reproches qui ont pu vous être faits ou pas du tout? Non, pas du tout. Je trouve qu'il ne devrait pas trop aller sur ce terrain-là, d'ailleurs, qui est un terrain, encore une fois, qui est pas très. C'est pas bien de faire ça. J'ai mais aucune inquiétude à débattre avec Éric Zemmour. Voilà. Oui, mais j'ai aucune inquiétude à débattre non plus avec Emmanuel Macron. Si vous voulez. C'est pas parce que vous ratez un match que vous êtes bonne à mettre à la casse. Vous savez, les débats. Éric Zemmour a débattu avec Mélenchon. J'ai trouvé le débat plutôt équilibré, hein. Je trouve que personne n'a écrasé l'autre non plus, hein. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Qu'est-ce qui a péché à votre avis? Qu'est-ce qui a empêché? Qu'est-ce qui a péché? Qu'est-ce qui vous a manqué en 2017 dans ce débat? Oh non, mais c'est pas le débat qui a déterminé le résultat de l'élection. Il faut arrêter de croire ça. Un débat, ça peut faire bouger quelques points, mais ça n'aurait pas permis manifestement de faire la différence entre 33 et 50 virgules des poussières qui auraient permis de gagner. Donc le temps, la conscience par les Français de la gravité de la situation du pays, et puis ce fantasme aussi de la nouveauté, dans lequel un certain nombre sont en train de retomber en réalité. Emmanuel Macron, c'était nouveau. Ah, c'est nouveau. C'est nouveau. Cette espèce de zapping politique, c'est nouveau. Mais tout ce qui est nouveau, en réalité, n'est pas peut-être obligatoirement ce que les gens attendent. Et pour Emmanuel Macron, beaucoup s'en sont rendus compte. C'était nouveau, il y avait plein de couvertures de presse, il y avait beaucoup de plateaux, il y avait manifestement une poussée médiatique et je crois que beaucoup de Français sont déçus en réalité du résultat. Alors il y a 6 mois, vous avez dit à nos confrères de Valeurs Actuelles que vous étiez une femme pudique. C'était peut-être un travail à faire sur vous-même. Est-ce qu'il y a une chose que vous n'avez jamais dite aux Français ou quelque chose? Est-ce que vous avez fait ce travail sur vous-même? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui qui permettrait de montrer cette évolution? Non, mais j'ai rien à dire en particulier. C'est vrai que je suis quelqu'un de pudique. Je l'ai dit et je le redis, j'ai une ligne rouge. Ce sont mes enfants que je n'ai jamais montrés. Pourtant, on m'a beaucoup demandé de le faire, Paris Match, etc. Et j'ai jamais voulu céder à ça parce que je voulais qu'ils aient une vie normale. Voilà. Et je pense qu'ils ont une vie normale. C'est honnêtement une des choses dont je suis le plus fier, je crois. Comme femme, comme maman, c'est d'avoir réussi à leur préserver la liberté d'être ce qu'ils veulent être. Car moi, j'ai pas eu cette liberté-là, ni moi ni mes sœurs. On s'est pas posé la question de savoir ce qu'on voulait faire. On s'est posé la question de savoir ce qu'on nous laisserait faire. C'est pas exactement la même façon d'entrer dans la vie professionnelle, vous voyez. Donc eux, ils ont cette liberté-là. Je maintiendrai cette liberté. Je ne les montrerai jamais, sauf si un jour ils ont envie de le faire. Pour le reste, j'essaye d'ouvrir un peu chez moi parce que je vois qu'il y a tellement de fantasmes sur moi. Les gens ont l'impression que je vis dans un espèce de château. Je dois recevoir à la bougie, parée d'une robe de crinoline, etc. Alors que je suis locataire.
d'une petite maison mitoyenne en banlieue parisienne. Enfin, voilà, donc je voudrais qu'ils me voient tel que je suis et beaucoup, je crois, ont vraiment une fausse image de moi. Est-ce que justement, oui voilà, est-ce que vous pensez que les Français vous aiment? Il y a une partie des Français qui m'aiment, oui, je le crois, et qui ont confiance en moi, bien sûr. Et pourquoi il y aurait une autre partie qui vous trouve peut-être, si on reprend des études d'opinion, peut-être un peu froide ou distante ou c'est autoritaire? vrai, mais je comprends ça. Je comprends, j'entends ça. Le problème, c'est que souvent les gens me voient, si vous voulez, dans une circonstance un peu de conflit, de débat, d'interview où c'est vrai qu'on se bat pour faire avancer ses idées et souvent ils prennent la combativité pour une forme d'agressivité ou de froideur. Mais c'est vrai qu'on se protège aussi. Vous savez, c'est pas facile de défendre les idées que nous défendons. C'est pas facile. Il y a des centaines de militants qui ont payé de leur boulot, de leur tranquillité, de tout ça, de défendre ces idées-là. C'est des années et des années d'une forme de sacrifice pour, encore une fois, des militants et des cadres, des élus qui l'ont fait en pensant au bien-être des Français et bien souvent en pensant pas à leur propre bien-être. Et on a été beaucoup attaqués pour ça. Donc on se défend, et quand on se défend, on dit « Ah, il y a quand même une forme de froideur ». Non, c'est aussi une manière de se protéger. Est-ce qu'à ce titre, on pourrait dire Éric Zemmour pleure la France et vous pleurez pour les Français? Ce qui est sûr, c'est que vous arrive de pleurer. Non, mais ce qui est sûr, c'est que Éric Zemmour défend la France, ou la vision qu'il a de la France, c'est-à-dire une vision que je crois un peu fantasmée, une vision historique. Mais j'ai le sentiment qu'il ne défend pas les Français. Et moi, je défends les Français, parce que je pense que sans les Français, il n'y a pas la France. Mais comment vous expliquez qu'il peut potentiellement être à 18% dans les sondages? Parce que je pense que les gens sont excédés. Bon, je crois pas, moi, à ce niveau-là dans les sondages. Mais je pense qu'il y a sûrement, il doit être autour de 10-12%. Je pense que les gens sont excédés. Et ils sont excédés par l'immigration, ils sont excédés par l'insécurité, et donc ils se reconnaissent dans un propos qui est un propos violent, dont ils savent d'ailleurs probablement qu'il est outrancier, mais c'est une sorte de soupape pour eux. D'entendre dire des choses brutales sur le sujet, c'est une sorte de soupape. Mais ça fait pas un second tour. C'était peut-être votre rôle, ça. Est-ce que c'est pas l'effet Zemmour, c'est l'effet de la dédiabolisation? Non, cher monsieur, ça n'est pas mon rôle. Moi, je veux être présidente de la République. Moi, je veux rassembler les Français. Je suis désolée de le dire. Donc moi, mon rôle, ça n'est pas, encore une fois, de jouer aux allumettes à côté d'une station essence. C'est pas mon rôle. Au contraire. Mon rôle, c'est de régler les problèmes, mais d'essayer de les régler dans l'apaisement. Voilà. De les régler avec fermeté, je l'ai dit, sans excès et sans faiblesse. Est-ce que c'est... La différence, c'est que justement, c'est le côté femme politique qui fait que vous souhaitez plutôt adoucir, être plus dans le rassemblement, dans le côté charnel, et c'est d'ailleurs ce qui marque une campagne plus singulière, ce que je disais au début chez Rakienne. Non, je crois pas. Je crois pas que ce soit le fait que je suis une femme, c'est parce que je suis responsable. Voilà. Et quand on est responsable et qu'on voit l'état de fracturation du pays, on ne cherche pas à créer des divisions supplémentaires parce qu'elles sont inutiles. Moi, c'est ça que je reproche à Éric Zemmour. C'est en réalité, nous on s'est battus depuis 20 ans pour faire admettre aux Français que l'immigration était un problème majeur. Je vous assure qu'on n'était pas majoritaire. On n'était pas majoritaire pendant très longtemps. Et quand Éric il votait Mitterrand, nous on se battait contre l'immigration. D'accord ? Bon. En 2002, quand on était au second tour, moi j'ai pas entendu Éric Zemmour appeler à voter Le Pen. Est-ce que c'est dur? Est-ce que vous dites non, mais ce que je vous dis, non, pas du tout. Ce que je dis, c'est que maintenant, il y a une unanimité sur le sujet de l'immigration. Maintenant, il y a 85% des gens qui pensent qu'il faut arrêter avec cette folie. Il ne faut pas vous entendre justement. Non, mais bien sûr, mais quel est l'intérêt aujourd'hui, alors que 85% des Français sont unanimes en réalité pour dire il faut arrêter ça? Quel est l'intérêt de recréer des divisions? C'est quoi l'intérêt de faire des provocations supplémentaires? Alors que justement, les Français sont unis sur ce sujet. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous savez autant que nous que vous ne pouvez plus faire sans Éric Zemmour maintenant. D'après les sondages. Hein. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, il faut rassembler. Je compte rassembler. Je compte rassembler tout le monde. C'est pour ça que je vous pose la question. Je compte rassembler tout le monde. Mais bien sûr, je vais lui proposer quelque chose. Mais je vous ai répondu, je crois que ça ne l'intéresse pas. Et il vous a répondu d'ailleurs. Il a dit ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, je vais lui proposer de faire gagner ses idées. En appelant à voter pour moi au second tour. Voilà ce que je lui proposerai. Je vais revenir un petit peu sur le côté plus personnel. Est-ce que
vous levez le matin, vous buvez votre café, vous voyez à l'Élysée, vous voyez président de la République, est-ce que vous y croyez au plus profond de vous? Oui, j'y crois plus profondément. Est-ce que je m'y vois? Vous savez, moi je suis quelqu'un de modeste, donc je me vois pas avant d'y être. C'est un petit peu mon côté bon sens populaire, vous voyez. On vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais je fais tout pour gagner, mais pas pour moi, pas pour mon confort personnel. Moi je suis là pour servir les Français. Je suis là pour servir la France. Donc mais j'ai tellement envie de voir la France à nouveau heureuse, à nouveau forte, à nouveau fière, à nouveau grande, à nouveau qui parle au monde, que je me prends à espérer que ce moment arrive le plus vite possible. Ouais. Quand on vous reproche, si on regarde les reproches qui peuvent vous être adressés, Et il ne manque pas. oui, parfois, alors c'est pas sympathique pour vous, mais parfois il y a le côté compétence qui ressort. Est-ce qu'il faut être compétent pour être président de la République? Il faut être compétent, mais on ne peut pas être compétent dans tous les domaines. Enfin, je veux dire, faut être, on n'est pas, on ne peut pas avoir toutes les spécialités, si vous voulez. Mais vous savez, moi j'ai un DEA de droit pénal. Je pense être une bonne juriste. C'est important d'être une bonne juriste parce que ça crée des réflexes. J'ai surtout un solide bon sens. Je suis pas si mauvaise que ça en économie, croyez-moi. Pour ceux qui ont discuté un petit peu avec moi, ils s'en rendent compte. C'est pas parce qu'on commet, encore une fois, une erreur et qu'on vous a fait cette réputation-là, que cette réputation est réelle. Et puis surtout, j'ai pas de leçon de compétences à recevoir des types qui sont quand même des champions du monde de la dette, des champions du monde du déficit, des champions du monde du chômage, des champions du monde des prélèvements fiscaux, des champions du monde de l'insécurité, des champions du monde du déficit du commerce extérieur. J'ai pas de leçon à recevoir de compétences de ces gens-là. Question plus personnelle, comment va Paloma? Alors Paloma va bien, et toutes les autres d'ailleurs, parce qu'elles sont nombreuses. J'ai toutes mes femelles effectivement à la maison, elles vont très très bien. Pour l'instant elles sont en pause, parce que pendant la campagne présidentielle, il est évident qu'on ne peut pas avoir de portée, mais après je les installerai à l'Élysée. Ouais, quelle place pour vos chats à l'Élysée? Ils seront la place qu'ils prendront, vous savez, c'est pas nous qui décidons, c'est les chats qui décident. On a parfois du mal à vous imaginer le soir, vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous vous dites? Je vous posais la question tout à l'heure. Est-ce que ça vous arrive de pleurer, mais de pleurer sur la France, sur tout ça? Est-ce que, vous disiez dans un clip en 2017 ressentir les attaques faites à la France comme étant personnelles. Est-ce que c'est une vraie différence chez vous, c'est que votre combat il est charnel? Il m'arrive, ça c'est sûr, de pleurer, d'avoir les larmes aux yeux sur des Français. Ouais. Il y a des témoignages qui me bouleversent. Des témoignages, que ce soit des témoignages de victimes du Bataclan, que ce soit des témoignages de gens qui n'arrivent pas à terminer les fins de mois, de mères qui sont des véritables héroïnes du quotidien et qui expliquent comment, sans se plaindre, elles essayent de rendre la vie de leurs enfants la plus joyeuse possible alors que tout manque en réalité. Oui, ça m'arrive d'avoir parfois les larmes aux yeux. J'ai beaucoup d'empathie en fait pour les Français de manière générale, mais j'ai aussi beaucoup de force. Encore une fois, je suis une combattante. J'ai tout subi, j'ai presque tout vécu. Depuis l'attentat, quand j'avais 8 ans, où nous étions dans cet appartement qui a sauté, jusqu'à aujourd'hui, honnêtement, la vie politique n'a pas été une succession de douceur. C'est le moins qu'on puisse dire, ni de confort. Mais vous savez ce que disait Henri IV, l'immense amour que je porte à la France a toujours tout rendu facile. Quel est votre état d'esprit là en ce début de campagne? Combative, plus encore peut-être que je ne le serais si n'était pas née une concurrence sur notre espace politique. Donc du coup, moi et je pense l'ensemble de mes militants, nous sommes plus combatifs que jamais. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on apprend dans un interview récent que vous avez accordé chez nos confrères de Valeurs Actuelles que par exemple vous vivez avec votre meilleur ami. Est-ce que c'est une manière pour vous de combattre la dureté de la vie politique, de combattre la solitude? Non, pas du tout. Elle a eu un accident de la vie. Elle a été extrêmement malade. Ça a entraîné la fin de son couple. Elle s'est retrouvée un peu en suspension dans l'existence, et donc je lui ai proposé à ce moment-là de venir vivre quelques temps à la maison, et puis en réalité ça fait 5 ans que ça dure, on est très contente, c'est un peu comme ma petite sœur, je la connais depuis toujours, et
et c'est vrai que comme vous le savez aussi, des chats, etc., donc on se partage un petit peu cette charge et on est contente de pouvoir voilà, se voir de temps en temps le soir pour dîner, pour peu qu'on m'en laisse la liberté, parce que quand on est en campagne, on n'est pas beaucoup chez soi.